La justice et le droit. On va commencer par remarquer qu'il y a un lien très étroit que nous indique l'étymologie des termes. Le droit, en effet, en latin, c'est ius, et justice, justitia. On voit bien que les deux termes sont très très liés. Et pour les définir, on va tout de suite garder en tête qu'il faut bien faire la distinction entre le droit et la justice comme ensemble d'institutions, les palais de justice, les tribunaux, etc. Et le droit et la justice en tant que norme. C'est très différent. C'est la distinction en fait qu'il y a à faire dans vos notions repères entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Le légal, c'est ce qui est conforme à la loi, c'est ce qui est institué, et le légitime, c'est ce qui est conforme à un idéal, à une valeur. Bon. On va revenir sur ces définitions-là tout au long cette vidéo. On garde donc en tête que le droit, finalement, ce sera ce que dit la justice. Le droit, c'est une liberté. Et la justice, on va la définir comme le sens du droit. Alors, dans une première partie, on va partir de l'idée que faire régner la justice, c'est appliquer le droit tel qu'il est institué, parce que si je veux faire régner la justice sans appliquer le droit, alors je risque de tomber dans le cadre de la vengeance. Et si je me venge, je ne suis pas juste, parce que je suis à la fois juge et partie, je ne suis pas donc impartial, et donc je risque de contrevenir au principe de justice. Donc faire régner la justice, c'est appliquer le droit, mais c'est aussi donc être équitable. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Alors l'équité, c'est quelque chose qu'a défini Aristote, et Aristote part d'un constat qui est que la loi, par nécessité, par définition, a un caractère général. La loi, dans sa formulation, elle va dire dans tous les cas où. En effet, la loi, elle ne peut pas avoir un caractère particulier, s'appliquer à tous les cas qui existent, puisque sinon il faudrait une infinité de lois. Il n'y a jamais une situation qui ressemble rigoureusement à une autre situation. Donc la loi est par définition générale, chaque cas est par définition particulier, et ceci peut donner lieu à un problème, dit Aristote. En effet, il peut y avoir des cas dont les caractéristiques secondaires, c'est-à-dire non pris en compte par la loi qui est générale, font qu'une application stricte de la loi générale conduirait en fait à une injustice. C'est pourquoi, dit Aristote, il est nécessaire, pour ne pas commettre d'injustice quand on applique la loi, de procéder à un correctif de la loi. Ce correctif de la loi, c'est ce qu'Aristote nomme l'équité. Le juge, quand il applique la loi, doit être équitable, puisqu'il doit corriger la loi pour que son application ne soit pas injuste au cas particulier. En d'autres termes, le juge doit interpréter la loi. Et selon quels critères doit-il le faire? Eh bien, selon ce qui est l'esprit de la loi. Par rapport à la lettre de la loi, il y a l'esprit de la loi. Autrement dit, le juge, pour être équitable, doit se mettre dans la tête du législateur, essayer de cerner les intentions que le législateur avait en vue lorsqu'il a formulé la loi. Le juge ne doit pas être législateur, il doit se mettre à la place du législateur. Il ne doit donc pas se poser la question de savoir si la loi est juste ou pas, ça c'est pas son problème, c'est celui du législateur, mais il doit se poser la question de savoir comment faire en sorte que l'application de cette loi-là ne soit pas injuste. Donc, pour faire régner la justice, il faut appliquer le droit et il faut être équitable, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'appliquer strictement la loi à tous les cas de la même façon. Sinon, on risque de commettre des injustices et tout le travail du juge est un travail d'interprétation, prendre en compte les situations et corriger la loi équitablement pour ne pas créer de l'injustice. Simplement, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que faire régner la justice, c'était appliquer le droit de manière équitable, on n'a pas forcément tout dit sur le rapport entre droit et justice. En effet, il se peut que parfois, le fait d'appliquer le droit ne soit pas juste. En effet, on parle souvent de lois injustes. Il a existé des lois injustes, par exemple les lois antisémites ou les lois ségrégationnistes. Ces lois étaient légales par définition, elles étaient inscrites dans le droit, mais elles étaient considérées comme injustes pour autant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire la distinction entre le droit positif et le droit naturel. Le droit positif, c'est le droit tel qu'il est institué par les hommes, c'est le droit écrit. Mais le droit positif ne suffit pas à définir toute la justice. C'est Lévi-Strauss qui fait cette remarque-là, philosophe du XXe siècle. Il dit qu'il y a 3 niveaux dans l'articulation entre droit et justice. Le premier niveau, c'est le légal. Le droit, c'est ce qui est légal, c'est-à-dire ce qui est écrit concrètement par les hommes, ce qui est institué. Mais ça ne suffit pas, dit Lévi-Strauss, à dire ce qu'est la justice.
en effet, il peut exister des lois injustes, autrement dit, le légal n'est pas toujours légitime. Il y a donc un critère supérieur à la légalité, une norme supérieure pour évaluer le droit, et cette norme supérieure, cette première norme supérieure, dit Lévi-Strauss, c'est ce qu'on pourrait appeler l'idéal culturel d'une société. L'idéal culturel d'une société, c'est par exemple en France l'idéal républicain. Une loi pourra être qualifiée d'injuste si elle contrevient à un des principes de cet idéal, par exemple le principe de non-discrimination ethnique. Mais, dit Lévi-Strauss, l'idéal républicain ne constitue pas le critère ultime du droit. Il faut penser à un critère encore supérieur parce que cet idéal culturel, c'est l'idéal culturel d'une culture en particulier et il n'est pas nécessairement partagé par d'autres cultures. Il faut donc penser à un étage supérieur et cet étage supérieur, ce sera ce qu'il appelle le droit naturel, c'est-à-dire un droit qu'on va déduire de la nature de l'homme, de ce qui fait la nature de l'homme. Or, puisque cette nature est universelle, le droit naturel est universel. Donc, pour évaluer le droit positif, le droit tel qu'il est écrit, on peut prendre en compte deux critères. D'abord, premier critère, l'idéal d'une société, mais encore un critère supérieur qu'il appellera le droit naturel. Le droit naturel, donc, qui définirait ce qui est légitime et qui constituerait comme la norme ultime permettant de dire si le légal est juste. Mais ce droit naturel, dont on a pu se réclamer beaucoup, est un droit qui, certes, est important. C'est un droit qu'on a essayé de traduire en droit positif, par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais c'est un droit aussi auquel on peut faire certaines critiques. La première critique qu'on peut adresser au droit naturel, dans une troisième partie ici, c'est que on a dit que ce droit reposait sur une définition de la nature humaine. Mais il faut bien garder en tête que toute définition est par essence culturelle. Quand on définit une chose, on va retenir certaines propriétés de cette chose et mettre de côté d'autres propriétés. Eh bien, c'est la même chose pour l'homme. Quand on définit l'homme, on va retenir certaines caractéristiques et mettre de côté d'autres caractéristiques. Par exemple, en Occident, pour les droits de l'homme, on va retenir de l'homme le fait qu'il soit un être doué de raison et de conscience. Et d'après cette définition, on va pouvoir énumérer un ensemble de droits. Mais on peut tout à fait supposer que cette définition de l'homme qu'on se donne, en fait, elle est culturelle, et qu'elle n'est pas nécessairement partagée par tous les hommes. On peut très bien supposer que l'homme soit conçu comme être créé par Dieu. Et dans ce cas-là, si c'est un être créé par Dieu, il n'a plus les mêmes droits ni les mêmes devoirs. Donc, première objection qu'on peut faire à la conception des droits de l'homme, elle consiste à dire que la définition de l'homme qu'on se donne est peut-être une définition culturelle et qu'il y aurait donc autant de droits de l'homme qu'il y aurait de définitions de l'homme, et il y aurait autant de définitions de l'homme qu'il y aurait de culture. Alors attention à ne pas dire qu'il faut critiquer les droits de l'homme. Il s'agit simplement de remarquer que la définition de l'homme qu'on se donne, elle est culturelle, que c'est une construction historique. Et enfin, la deuxième critique qu'on peut adresser aux droits de l'homme, elle est formulée par Marx dans La question juive. Marx qui nous dit que les droits de l'homme sont d'abord les droits bourgeois. Autrement dit, pour Marx, les droits de l'homme, la liberté notamment, c'est d'abord, à ses yeux, la liberté d'entreprendre. C'est d'abord des droits qui viennent conforter la position d'une classe dominante. Donc pour Marx, il faut réfléchir à ce qu'est une liberté concrète, et non pas cette liberté abstraite des droits de l'homme, une liberté concrète qui, pour être effective, a besoin de conditions sociales. Et la liberté défendue pour les droits de l'homme, pour Marx, est une liberté donc de classe, une liberté que certains dominants imaginent universalisable, mais qui en réalité appartient d'abord à eux en tant que classe économiquement dominante.